Bonjour à tous. Bonjour Monsieur le Préfet, merci beaucoup de vous joindre à nous et vous avez été patient parce que les conférences sont tellement intéressantes qu'il faut donner la parole à tout le monde. Voilà, je me retourne vers Nicolas. Je propose qu'on regarde un petit résumé rapide de 3 minutes. Et ensuite on attaquera notre débat. On peut applaudir cette très belle présentation. Je remercie mon ami Nicolas Rousseau, responsable communication du 10-27, parce qu'il a remonté ça dans la nuit, parce qu'il y a des choses qui ne me convenaient pas. Donc merci Nico pour la réactivité. Voilà, vous l'avez vu. Mon collègue, je m'adresse à toi tout de suite, Emmanuel. Le risque FDN est dans le SDACR. Pardon, je ne vous ai pas allumé les micros. Voilà. Hop, vous n'avez plus qu'à parler. Tu n'es pas obligé de te rapprocher, ça va marcher. Voilà. Hein, le feu d'espace naturel, le feu de forêt, est dans le SDACR du 10-27. Normalement, ils sont allumés. Si Julien m'entend, j'ai plus de son, ou Sylvain. On les a testés tout à l'heure.
On va y arriver. Voilà, c'est bon. Allez. Pardon. Emmanuel, Ouais, non, c'est moi. Déjà, bonjour à tous, excusez-moi. Et, monsieur le préfet, je vous salue et je vous remercie encore de votre présence à nos côtés. On le verra dans cette présentation et comme je reviendrai, j'évoquais, je regardais mes collègues du Var regarder avec, on va dire, un petit sourire notre présentation et surtout aujourd'hui le niveau que nous avons atteint et nos collègues du bataillon. Mais c'est aujourd'hui voilà, de se remettre dans un contexte. Le contexte aujourd'hui, le contexte de la Normandie, le contexte de l'Eure. C'est un département qui ne vivait pas les feux de forêt, qui vivait les feux de récolte. Et je reprenais les termes, j'étais en formation de recyclage, de maintien des acquis du FDF 5 avec nos collègues de la Gironde de la semaine dernière. La surface agricole que nous avons, c'est une surface de rapport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la partie sylviculture qui est dans le département donc de la Gironde. Nous, aujourd'hui, c'est, on va dire, de la récolte avec une valeur ajoutée. On reprend un tout petit peu, juste, on va dire, l'événement de la guerre d'Ukraine, où la tonne de blé, juste pour remettre dans son contexte, était sous, on va dire, vigilance du président à quasiment entre 400 et 600 euros la tonne. Donc il y avait vraiment un enjeu. Donc aujourd'hui, il a fallu mobiliser ses forces, comme il a été dit, en 5 ans. Il a fallu se réinventer. Donc avec des gens qui n'étaient pas formés au feu de forêt, du matériel qui n'était pas forcément identifié, qui n'avait pas les autoprotections. Enfin, il a fallu se réinventer en 5 ans. Une doctrine feu de forêt, bien sûr, qui existait à travers la doctrine que nous connaissons au niveau national, mais qui n'était pas forcément construite dans le département de l'Eure. Donc il a fallu qu'en 5 ans, on se réinvente sur la partie doctrine, sur la partie matérielle, sur la partie aussi acculturation de nos cadres, et surtout sur aujourd'hui l'interservice, et ça, monsieur le préfet développera ce côté qui aujourd'hui est essentiel. Ça a été dit à travers la présentation de Stéphane. Aujourd'hui, nous n'y vivons pas seuls, nous vivons dans un environnement. Il a fallu aujourd'hui identifier ce qu'on appelle, qui a été dit aujourd'hui, c'est la résilience des territoires. Résilience des territoires, et monsieur le préfet l'évoquera aussi, c'est nos fameux OLD, alors qui étaient existants dans le département de l'Eure. Hein. Donc un arrêté de 57 définissait des zones. Donc il y avait déjà cette préoccupation de dire que le feu de forêt existait dans ce département, mais on avait un peu oublié au cours du temps parce qu'il n'était pas présent et ce n'était pas un enjeu sur, on va dire, notre doctrine opérationnelle. Donc, comme tu l'as dit, Carlo, c'est donc le SDACR 2022 qui prend le risque feu de forêt comme un risque courant. Donc, il faut maintenant, quand on parle de risque courant, ça veut dire qu'il faut mettre en œuvre l'ensemble des moyens pour se mettre, on va dire, en synergie avec donc les acteurs, mais aussi avec nos sapeurs-pompiers en termes de formation et en termes de matériel. Donc voilà, donc ça a été 5 ans intensifs. Et là, je laisserai le président après prendre la parole sur aujourd'hui mener une politique publique, parce qu'une fois de plus, nous ne sommes pas seuls, nous sommes dans notre environnement. Donc il a fallu se mettre dans une dynamique sous l'égide de la préfecture et sous l'égide, on va dire, du préfet, pour être on va dire, prendre en considération les agriculteurs. Quand on prenait aujourd'hui la notion d'OLD, on aurait pu, à mon nez, est arrivé, le dire, est-ce que l'interface, nous, c'était l'interface donc champ de récolte, habitation, parce que le département de l'Eure est un peu particulier par rapport, si on prend, je ne sais pas si nos collègues du 28 sont là aujourd'hui, le 28, c'est des grandes surfaces qui vont faire 400-500 hectares on va dire, de récolte, pas forcément d'enjeux. Nous, aujourd'hui, c'est un mitage très important en termes de fermes, en termes de résidences qui nous prennent de l'énergie, comme vous avez déjà dans le cadre, on va dire, des feux de forêt que vous connaissez. Donc, les enjeux sont importants. Donc, il a fallu essayer de regarder comment on puisse éviter que le feu se propage vers les habitations. Mais ça, c'est pareil, c'est le lieutenant-colonel Loriot qui l'évoquera. On s'est mis aussi en synergie avec des partenaires, avec le monde agricole, pour justement être dans cette dynamique de mettre cette bande, non pas, on va dire, sans récolte, mais une fois que le feu est là, on puisse, on va dire, entamer donc cette part du feu. Alors nous, ce n'est pas les feux tactiques qu'on emploie, mais c'est une part du feu avec les agriculteurs qui sont, on va dire, à nos côtés. Et puis enfin, pour peut-être redonner ce contexte global, il y a aussi, on a pu bénéficier, parce que comme je le dis, pour quelles raisons on a pu aller vite, on va dire, sur 5 ans, c'est parce qu'on a bénéficié de l'expertise qui est, on va dire, celle des départements qui gèrent ce feu de forêt depuis de très très nombreuses décennies. Donc on s'est juste appuyé sur ce qui existe, comment nous l'adapter à notre environnement donc eurois et surtout normand. Donc on le verra à travers aussi la cartographie.
Donc bon, c'est pareil, on vous fera faire une carte avec des petites moissonneuses-batteuses. C'est pas que j'ai des moissonneuses-batteuses dans mon parc matériel, mais nous, c'était un indicateur pour dire comme on a de la récolte qui se fait là, c'est pas, on va dire, la séchage du végétaux parce que, ou le fait que on va dire, les arbres dépérissent. Nous, c'est la récolte qui est un enjeu parce qu'on sait que quand ils moissonnent, c'est forcément là que se crée, on va dire, l'incendie. Donc c'est d'identifier, elle est verte, elle est jaune, elle est orange ou elle est rouge pour positionner et prépositionner du véhicule. Voilà. Merci Emmanuel pour ce pitch. Et tu as raison. La Gironde, on le dit souvent, et encore une fois, je salue mes collègues qui sont là. La forêt de rapport, elle fait vivre les gens. L'agriculture en France, elle fait vivre les gens. Et on doit protéger les personnes, mais aussi les biens, et les enjeux économiques sont énormes. Et on va passer la parole, Président, vous allez prendre la parole, parce que le collègue a dit quelque chose, effectivement, il faut qu'il y ait une politique publique. Et vous êtes un acteur de cette politique publique. Oui, bien sûr, par rapport aux objectifs qui nous ont été démontrés à travers ce SDACR, le préfet reviendra également sur l'investissement important qui a été fait sur la DECI, où on a rappelé à un moment à nos communes leur obligation de se mettre en conformité. Et en plus, on a mis une règle qui existait depuis 1957 sur notre territoire, une DECI à 200 mètres. Ça a fait aujourd'hui beaucoup de bruit, mais on voit aujourd'hui, après 5 ans de déploiement, près de 10 millions d'euros d'investissement de la part de l'État et 10 millions de la part d'investissement du département. Globalement, une DECI subventionnée à hauteur de 60%, mais je ne voudrais pas prendre la primeur au préfet. C'est des actions que nous avons menées pour la DECI. Et après, par rapport à la définition du SDACR, il fallait bien sûr faire l'analyse, donner du personnel, donner de la formation, donner des moyens, et bien sûr également un plan bâtimentaire de façon à donner des locaux attractifs en termes d'accueil. Et on a vu l'effet à un moment matériel, bâtiment, on a vu une attractivité, et on a vu à nouveau des sapeurs-pompiers volontaires nous rejoindre. Donc pour nous, c'était très important. L'inflation est également arrivée, donc on a demandé également un effort très important à nos collectivités, puisque on avait une participation, une contribution qui était encadrée globalement sur une évolution du coût de la vie de l'ordre de 2% de mémoire. Et on n'a pas hésité à travailler avec ces collectivités. Et à un moment, sur nos coûts de fonctionnement, on a complètement appliqué l'inflation à nos communes, plus de 7,5% d'augmentation que nous avons appliqué à nos communes, qui nous ont accompagnés dans le fonctionnement quotidien du SDIS. Par contre, il fallait donner des moyens supplémentaires, et le département, même si aujourd'hui on le voit, je dirais, les manœuvres, les moyens politiques de pouvoir augmenter nos recettes sont très limités, et qu'aujourd'hui on subit énormément, il a fallu bien sûr trouver les moyens. Et c'est un plan à près de 75 millions d'euros qu'aujourd'hui nous avons mis sur la table sur 5 ans pour investir. Bien sûr, on a eu également l'accompagnement très important de l'État, et surtout l'activité très forte d'accompagnement et de partenariat de notre préfet, qui aujourd'hui a trouvé également tous les moyens possibles financiers pour nous accompagner et donner les moyens de mettre ce plan, je dirais, ce schéma départemental d'analyse et de couverture des risques aujourd'hui en place, et qui se développe avec bien sûr une adaptation, puisque nous devons l'évaluer. C'est pas parce qu'on l'a fait à un moment qu'il est bon. Il faut continuellement réévaluer les choses et corriger et mettre les moyens en conséquence pour avancer. Merci beaucoup, Président. Monsieur le Préfet, le feu de forêt, ça ne vous est pas inconnu parce que vous avez été directeur de cabinet dans le Var, donc c'est quelque chose que vous connaissez un petit peu. Alors, le Président l'a dit, l'État et effectivement, Monsieur le Président de la République a décidé de ce pacte capacitaire qu'on salue tous ici, je pense. Et voilà, et donc j'aimerais que vous complétiez un peu les propos du Président, Monsieur le Préfet. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous à nouveau. Merci aussi de nous faire une place dans le séminaire, le colloque de ce matin, parce que nous avons bien conscience d'être des joueurs de gabarit moindre par rapport à des départements très éprouvés, très expérimentés sur la gestion du risque feu de forêt. J'ai entendu parler, quand je me suis connecté, des Pyrénées-Orientales, de la Gironde. Et pour y avoir servi, je peux citer, comme vous l'avez fait, le Var et les Bouches-du-Rhône, dont je connais l'excellence des sapeurs-pompiers qui y servent.
Donc nous, on est un peu dans la logique de la Chine par rapport à l'Europe et aux États-Unis, c'est-à-dire que on veut faire un rattrapage industriel en un temps record, sans passer par toutes les étapes de développement qu'ont connues avant nous des départements qui ont mis des années et des années à construire une doctrine sur le feu de forêt. Et donc c'est très important pour les acteurs de l'heure de participer à des événements, à des moments comme celui de ce matin que vous avez organisé pour pouvoir échanger sur les bonnes pratiques et nous permettre de gagner du temps pour hisser notre département à un niveau de prévention et de protection qui, sans rejoindre complètement celui de l'arc méditerranéen ou de l'ensemble girondin landais, s'en approcherait parce que les risques augmentent très vite et que nous sommes très sujets aux conséquences du changement climatique sur l'inflammabilité et l'occurrence de feux de végétation et de forêt dans un département qu'on a tendance à voir comme normand, pluvieux, bocagé avec des vaches et des pommiers, mais qui en fait est en partie sur le bassin parisien avec des plateaux calcaires qui sèchent très vite, du silex mélangé au calcaire et qui, avec les moissonneuses-batteuses et tous les engins agricoles, peuvent produire très rapidement des étincelles et provoquer des feux de grande dimension. Alors, en tant que préfet, moi, bien sûr, j'accompagne le SDIS et le conseil départemental, le conseil d'administration du SDIS pour partager l'ambition, la portée, pour faire en sorte que les partenariats côté agriculteurs, côté forestiers privés soient au rendez-vous et que tout le monde partage la même ambition. L'intérêt, c'est qu'on a eu une concomitance, comme le film l'a très bien montré, des prises de conscience, des premiers dégâts, des dégâts économiques liés à des feux. Et il y a eu une concomitance de cette prise de conscience avec le plan stratégique du SDIS, renforcement des moyens humains, renforcement des moyens matériels, que le pacte capacitaire de l'État est venu faciliter avec des moyens importants qui sont arrivés à point nommé. La mobilisation des crédits de l'État sur cette montée en puissance rapide de la prévention et des capacités de lutte contre les feux dans le département de l'Eure, pour moi, elle est essentielle. Et je citerai le président Lehongre a évoqué la somme de 10 millions d'euros investis et par le conseil départemental et par l'État pour la défense extérieure contre l'incendie, qui sert à protéger les habitations des feux urbains ou domestiques classiques, mais aussi l'interface avec les forêts. Et cette politique, on va bien sûr la poursuivre. Et on a aussi beaucoup mobilisé le fonds vert dans le département. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau, puisque le fonds vert, il date de 2023. Il est reconduit en 2024 et on a des bonnes perspectives de reconduction en 2025. Et il y a un axe du fonds vert qui permet la défense de la forêt contre les risques et contre l'incendie et le paiement d'hydrants, d'aires de retournement pour les camions de sapeurs-pompiers, d'ouverture de voies d'accès aux massifs forestiers, avec un financement d'État qui peut ne pas être négligeable. Et tous les travaux préparatoires qu'on avait menés, y compris, comme ça a été rappelé, notre règle des hydrants à moins de 200 mètres des habitations, nous ont permis de mobiliser le fonds vert pour mieux protéger l'interface forêt-habitation et permettre aux soldats du feu de disposer de points d'appui lorsqu'il y a des incendies à cette interface. Voilà, de façon un peu synthétique, ce que je voulais préciser. Merci, monsieur le préfet. Alors, on a parlé d'argent, bien évidemment. Pardon. On a parlé d'argent. Il faut peut-être aussi parler de moyens humains. Merci beaucoup. Je vois que l'eau potable circule, Stéphane, tu vois. Merci. Il faut aussi parler de moyens humains. On l'a vu un peu sur l'excellent film, des formations des FDF, et comment s'est fait l'accompagnement humain. Alors même si, bien évidemment, tous nos pompiers ont un tronc commun, hein, ça va de soi, et on l'a vu aussi sur la présentation, vous envoyez, le SDIS de l'Eure envoie aussi des pompiers, bien évidemment, en renfort sur les grands feux du sud et du sud-ouest. Comment on accompagne ça sur le plan RH, sur le plan de la formation? Emmanuel, c'est aussi une grosse machine à mettre en marche. Oui, donc c'est relativement, on va dire, classique, mais c'est vrai qu'il a fallu se mettre en ordre de marche où
Il faut aujourd'hui, donc c'est plus, on l'a vu, plus de 300 sapeurs-pompiers qui ont été formés au FDF. Alors on avait aujourd'hui une couche FEN, on s'est aperçu très rapidement que le FEN aujourd'hui n'était plus adapté. Il fallait revenir aux fondamentaux et à l'expérience on va dire, de nos collègues du sud de la France pour former nos agents. Donc il a fallu se mettre en ordre de marche à travers la formation de nos sapeurs-pompiers, le FDF1, le FDF2, donc en interne. Mais pour cela, il a fallu former nos cadres au FDF3. Et maintenant, on commence à aller au FDF4 et bien sûr, on ira sur le créneau supplémentaire pour qu'on ait une acculturation de nos sapeurs-pompiers, mais aussi une maîtrise, on va dire, de cet environnement-là. Et tout en sachant que le fait de partir et d'intégrer les colonnes zonales et nationales, parce que là, nous, on a été dédiés sur les 2 premières années uniquement sur les feux de zone, parce qu'on n'était pas forcément aguerris pour partir dans le sud de la France. Et maintenant, ça y est, nous sommes, on va dire, dans cette dynamique de rejoindre. C'est aussi pour nous de monter en compétence nos sapeurs-pompiers pour que chez nous, ils soient encore, on va dire, meilleurs dans cette doctrine. Et alors on retient aussi ce que disait Monsieur le Préfet et ce que tu dis Emmanuel, hein. Ça, bien sûr, ça nous fait très plaisir, on en a souvent parlé à Valabre avec toi, c'est cette capitalisation de l'expérience du Sud. Vous êtes nombreux aussi les sudistes ici, mais il n'y a pas que ça, parce que Monsieur le Préfet, vous ne le voyez pas, mais on a même les pompiers de Genève qui s'intéressent à l'expérience française. Et de temps en temps, Cocorico, ça fait du bien. Et Thierry, on te remercie d'être venu représenter ton chef de corps. Mais c'est cette capitalisation, ce partage d'expérience. Stéphane le disait, l'intelligence collective. Aujourd'hui, dans le Sud, on sait faire, c'est très bien. Et vous êtes venu chercher l'expérience ici pour gagner un peu, pour citer Monsieur le Préfet, à la mode chinoise. Président, je vous en prie. Je voulais dire aujourd'hui que tout ce système aujourd'hui qui a été mis à travers la DECI, à travers les moyens, est une solution aussi pour moins de consommation humaine. Quand à l'époque, vous étiez sur un feu, pas de DECI, il fallait 20, 23 personnes. Aujourd'hui, sur des interventions, on est à 10, 11, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une certaine disponibilité pour justement intervenir en grand nombre sur ces feux. Monsieur le Préfet, j'avais une question pour vous. Monsieur le Préfet, alors pour faire beaucoup de feux dans le sud de la France, pardonnez-moi, mais bientôt je viendrai vous accompagner sur vos grands feux dans l'Eure. Alors nous, on a vraiment du mal, Monsieur le Préfet, à civiliser nos consoitiens sur les OLD. Comment ça se passe en Normandie? Ils sont un peu plus civilisés, non? Ça fonctionne? Alors, je peux pas vous dire oui parce que l'heure était dans le décret de 57 sur les communes sensibles et les OLD. Et cette disposition juridique n'avait jamais été appliquée jusqu'en 2023. C'est-à-dire que ça n'est que l'année dernière que j'ai pris un arrêté préfectoral pour détailler de façon opérationnelle les obligations légales de débroussaillement dans le département en application du décret de 1957. L'Eure, d'ailleurs, étant le seul département normand parmi les 5 où s'appliquait le décret de 57, enfin, qui était cité par le décret de 57 sans s'y appliquer, puisque personne n'avait pris de mesure d'application. Les événements de 2019-2021 qu'on a vus dans le film nous ont donné l'idée de réactiver le décret de 57. Depuis, la dernière loi permet d'envisager une extension des obligations légales de débroussaillement au-delà des communes visées dans le décret de 57. Mais nous sommes, pour répondre à votre question, dans une phase d'appropriation de ce que sont les OLD dans un département qui ne les a jamais connus, qui ne les a jamais mis en œuvre. Donc là aussi, on est en retard, bien sûr, bien entendu, par rapport à des pratiques qu'on connaît dans d'autres contrées. Le sujet qui choque le plus, de prime abord, c'est celui des limites de propriété. Donc, pour avoir été dans le Var, j'ai bien conscience que ce sujet a été relativisé autour de la Méditerranée, qu'on sait qu'on doit débroussailler, y compris au-delà des limites de propriété, après avoir éventuellement recherché l'accord du propriétaire, et qu'il ne faut pas s'arrêter là. En Normandie, où la forêt est à 85% privée, où ce sont des forêts de rapport que l'on exploite une fois toutes les 2 générations, faire sauter ce verrou de la propriété va être une de nos tâches principales, de même que faire comprendre l'intérêt d'avoir des surfaces dégagées pour protéger les habitations et pour protéger la forêt. Donc on en est encore au balbutiement, mais ça prend. Et on a annoncé, en prenant l'arrêté préfectoral en 2023, qu'on aurait au moins une année de pédagogie
avant d'utiliser des moyens un peu plus de type sanction. Donc là, on est encore dans la phase pédagogique, dans les réunions publiques, on explique, on s'inspire des schémas simples qui ont été édités dans les départements qui pratiquent les OLD depuis très longtemps pour faire de la pédagogie. Les journaux, les quotidiens, les journaux d'information locaux commencent à s'y intéresser, à reproduire les schémas. Et donc moi, je trouve que c'est très intéressant. C'est une dynamique qui prend, mais on va avoir besoin de faire beaucoup de pédagogie, d'avoir quelques exemples concrets de maisons, de sauver grâce à la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement pour continuer ce travail de pédagogie sur les 28 communes à ce stade du département qui sont concernées par les OLD. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, pour votre réponse. Bien évidemment, on le disait, vous partagez cette ambition et vous la partagez tous. Et donc, il faudra accompagner vos concitoyens. Bien évidemment, la loi de 2004, je la rappelle tout le temps, où l'acteur doit être, le citoyen, pardon, d'être acteur de sa propre sécurité. Mais il y a une vraie com à faire et vous avez commencé à travailler. Nul doute que les Normands seront un petit peu plus civilisés. Oui, alors voilà, on a Nicolas Rousseau, donc c'est presque gagné, Nico. Avant qu'on parle de Carto, est-ce que quelqu'un veut intervenir? On est sur une table ronde publique. Poser une question, on a la chance d'avoir monsieur le préfet du département de l'Eure, le président, le directeur. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Bon, ils n'osent plus vous parler, président. Pourtant, je leur ai dit que vous étiez... Ils ont vu qu'hier, vous étiez quelqu'un de très sympa. Mais voilà. Non, mais je plaisante. Très bien. Peut-être, Alain Loriot, on va peut-être parler Carto un peu. Vous avez des choses à nous montrer? Oui, alors, Nicolas, si tu peux afficher. Donc, effectivement, je vais revenir un petit peu quand même sur la genèse de notre anticipation, enfin, gestion de l'anticipation des feux d'espaces naturels. Alors, depuis de nombreuses années, les feux de récolte existent dans le département, mais avec les conditions météorologiques, forcément, on a une accélération du risque. Et donc, vous avez vu, en 2019, c'est 2400 hectares, 37 feux en simultané, moyens dépassés au niveau départemental, ça c'est évident. Donc, on a été obligé de faire appel aux moyens extérieurs. Mon collègue, je vous coupe. Combien de groupes vous pouvez mettre en action dans le département? En tout cas, à cette époque-là, feu 2019. À cette époque-là, c'est 5 groupes. 5 groupes. Clairement, c'est 5 Il faut ramener ça aux moyens opérationnels du département. 5 groupes type CCF, mais après, derrière, on a d'autres types d'engins qui sont les CCR, qu'on utilise également sur des zones, je dirais, récoltes, et il n'y a pas de souci particulier. Voilà, tout à fait. Mais je dirais que concrètement, il fallait qu'on se remette en ordre de marche, même si on avait déjà fait des formations FEN, feu de forêt avant, on n'avait pas forcément une organisation adaptée. Donc, pour faire une organisation adaptée, il fallait se caler sur ce qui existait dans les départements du Sud, c'est évident, mais aussi de certains de nos collègues aux alentours, et donc de voir comment on pouvait anticiper les risques feux d'espace naturel et feux de forêt. La particularité, c'est que quand on parle d'anticipation dans le sud de la France, c'est essentiellement forêt. Et nous, on était en priorité en 2019-2020, et on a profité justement du Covid pour travailler là-dessus et y réfléchir, uniquement sur la partie récolte. Et donc, c'est toute la difficulté d'utiliser le bon indice. Météo France nous fournit quotidiennement, c'était un peu nouveau, nous, en Normandie, d'aller consulter cet intranet, je dirais, national, c'est-à-dire, mais quel est l'indice qu'il faut utiliser? On parlait d'IFMX, d'IEPX, etc. Et très concrètement, j'ai pu cibler donc, le fameux IEPX, indice d'éclosion et de propagation avec rafale, qui était plutôt pour les végétaux morts, parce qu'on peut considérer que la récolte, c'est du végétal, je dirais, mort, avec très peu d'eau, et surtout avec un phénomène de vent important, parce qu'en plaine, c'est ça qui nous génère la propagation du feu. Et donc, c'était le meilleur indice à utiliser. Et à partir de cet indice-là, ça, c'est ce qu'on appelle le niveau de danger météorologique. Il fallait se dire, mais oui, ok, il y a un risque, mais pour qu'il y ait un départ de feu, il faut que quelqu'un le mette. Donc, il faut aller déterminer le risque opérationnel. Donc, on a le niveau de danger météorologique et le risque opérationnel, quel était-il? C'était simplement les travaux agricoles que l'on a au quotidien. Donc, il a fallu faire un partenariat avec la Chambre d'agriculture et établir avec eux un indice, je dirais, de risque récolte selon la capacité de récolter sur une zone particulière. Alors, vous voyez la carte qui est affichée. On a 9 zones dans le département. Et ils nous donnent au quotidien niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et le croisement des données, plus des données à l'époque, je dirais météorologiques, nous a permis d'établir une première carte. Alors ça, c'est la carte à jour d'aujourd'hui, mais une première carte avec des codes couleurs, et que vous connaissez, du vert jusqu'au violet, et qui nous permettait derrière, après, de dire, voilà, on a des risques dans les zones particulières et on va prépositionner les moyens. Alors,
renforcer les centres de secours déjà, ça c'est la première action. Donc renforcer comment? Remplacer les astreintes en garde, à concurrence du nombre de moyens feux de forêt qu'on a dans le département, voire déplacer des moyens pour regrouper les moyens et faire une force vive pour attaquer les feux naissants rapidement et massivement. Et ensuite, mettre en place une chaîne de commandement et surtout aussi alerter l'ensemble des agriculteurs et également l'autorité préfectorale qu'on a un risque fort sur ce secteur-là et qu'on doit derrière intervenir et faire peut-être intervenir d'autres acteurs et limiter certains travaux ou limiter certaines actions. Donc ça, c'était en 2020, mais le risque feu de forêt est arrivé en 2022, nous dans le département de l'Eure. Depuis 1976, on n'avait pas eu de feu de forêt. 2022, c'est le feu des Caquelons chez nous, 45 hectares. Alors, ça peut faire sourire, 45 hectares. 45 hectares, c'est énorme pour nous. Ça a été 680 pompiers quand même qu'on a été obligé de mobiliser pendant 6-7 jours. Parce que les forêts, nous, c'est des forêts, je dirais, économiques, utilisées et qu'il faut protéger. On a protégé quand même derrière, je crois que ça représente 4,5 millions d'euros derrière. Il y a quand même le coût du sauvé qui est important. Mais c'est surtout des forêts où ça rentre vraiment dans l'humus et on a des feux qui sont relativement longs. Du coup, cette composante feu de forêt, il faut aussi l'intégrer. Et donc, du coup, on a repris à nouveau l'indice qui touche les milieux feux de forêt, c'est-à-dire l'indice maintenant de danger intégré. Et donc, il fallait mettre sur la même carte la gestion, je dirais, cartographie, risque, récolte, et la gestion, risque, feu de forêt. C'est pas la même. C'est pour ça que là, la carte que vous voyez au-dessus de vous, alors moi, je n'ai pas mes lunettes, mais je vais le faire de tête, vous avez un petit arbre et vous avez un petit tracteur. Lorsque vous avez le petit arbre, c'est... Moissonneuse-batteuse, oui, pardon, j'ai mis le tracteur. Moissonneuse-batteuse du 10-27, j'ai bien compris, président, qu'il n'y ait pas que des CCF dans le 10-27. J'ai hâte de venir. Avec gyrophare. Donc ça, c'est ce qu'on récupère avec l'intranet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est notre IEPX pour la moissonneuse-batteuse et c'est notre indice de danger intégré pour la partie forêt. Et après, on applique les règles qui vont bien pour déterminer le risque opérationnel. Ce qu'on affiche, nous, ici, c'est essentiellement le risque opérationnel pour pouvoir prépositionner nos moyens. Et en même temps, je dirais qu'il y a une analyse croisée avec le feu de forêt, avec le risque forêt. Et vous voyez, je n'ai pas ici la couleur. Il y a des endroits où vous verrez le petit tracteur en jaune ou en orange. Vous avez un risque rouge en risque local, donc un indice de moisson. Donc ça vous upgrade forcément le risque dans un secteur donné. Mais est-ce que ça veut dire, Alain, qu'on peut interdire, ou en tout cas prévenir les agriculteurs, président, ne travaillez pas aujourd'hui, comme disait monsieur le préfet, le silex, un sol aride? Alors, pardon. Non, vas-y, mais c'est vrai que le préfet, aujourd'hui, bien sûr, a la carte également tous les soirs, et une ou deux fois, il a déjà mis des arrêtés de façon à ce que les récoltes s'arrêtent. Alors c'est une carte qui est partagée avec les agriculteurs, qui est partagée avec tous les acteurs en fait, et donc qui est consultée, et je dirais que maintenant ils peuvent même, le cas échéant, s'ils le souhaitent, anticiper aussi. Il faut savoir qu'également les agriculteurs, ce sont nos partenaires. On a passé 2 conventions l'année dernière, sous l'égide de monsieur le préfet, une convention avec le monde rural, une convention avec le monde forestier. Avec le monde rural, c'était surtout, enfin rural agricole, c'était surtout pour affirmer ce qu'on mettait en œuvre ensemble pour l'analyse du risque, mais c'était aussi pour eux de nous mettre à disposition au quotidien ce qu'on appelle des référents agricoles territoriaux, qui sont en capacité, qu'on contacte dès qu'il y a un départ de feu, et qui sont en capacité de nous engager des moyens de leurs collègues pour faire la part du feu, pour emmener de l'eau, voire peut-être de nous rejoindre dans un poste de commandement pour nous aider à coordonner aussi l'action de l'ensemble du monde agricole. Mais également, derrière, c'est aussi tout un travail en amont de sensibilisation, d'information. Alors, sensibilisation chez eux, parce que c'était un peu perdu dans le temps, mais sensibilisation aussi du public. Ils ont compris qu'ils pouvaient être aussi le vecteur. Président, vous avez réussi à leur faire comprendre. Alors, j'ai vu cette convention et ce partenariat avec la Chambre agricole, mais ils avaient déjà la carte météo, les pauvres agriculteurs, maintenant en plus c'est la carte des pompiers. Donc on ne leur facilite pas la vie. Mais est-ce qu'ils ont vraiment pris conscience que la valeur du sauvé qui est volé à l'école Loriot, plus de 4 millions d'euros, ils ont compris qu'ils pouvaient être finalement les allumeurs?
Oui, alors pas forcément dans les feux de forêt, mais surtout sur les exploitations agricoles. Et c'est pour ça qu'en plus, aujourd'hui, de tout ce que vient de dire Alain, ils ont mis également des moyens, c'est-à-dire que tracteurs canadiens qui nous ont permis à des moments importants aussi de faire des coups de feu et éviter que le feu se propage. Donc ils ont été aussi des acteurs importants et qui ont permis par moments d'économiser l'eau aussi, hein, puisque c'était un moment quand vous courez après le feu, c'est compliqué. Et une intervention coup de feu en disant on va peut-être abandonner une partie de la récolte, mais on va sauver tout le reste. Et ça, ils l'ont bien compris et c'est vraiment des partenaires aujourd'hui. Alors, ce qui est surtout important, c'est qu'on parlait tout à l'heure du feu de 2019, donc c'était 2400 hectares, et vous n'avez peut-être pas forcément vu tous les chiffres, mais on a divisé quasiment par 6 la superficie pour le même nombre de feux. C'est ça qui est important à prendre en compte, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'action qu'on mène, elle est efficace. Par contre, on parle beaucoup de l'agriculture, mais maintenant, il faut parler aussi de la partie forestière, parce qu'on a quand même mené des grosses actions avec la forêt, et surtout celui de monsieur le préfet, qui avait réuni l'ensemble des acteurs. Et donc, cette convention qu'on a mise en place avec le monde forestier nous permet également aujourd'hui de pouvoir disposer, dans un premier temps, d'éléments partagés en ce qui concerne le niveau de risque, mais surtout, derrière, c'est un travail sur la cartographie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le département de l'Eure, cartographie des forêts, DFCI, ça n'existait pas. Et donc, on est en train de s'orienter vraiment sur la définition DFCI, alors pas au sens de ce qui se fait dans le sud, parce qu'on n'a pas les pistes importantes, énormes, etc., mais on a quand même travaillé avec l'ONF pour redonner les définitions de la catégorie 1, 2, 3 et la hors catégorie, et ils nous ont tout recartographié les forêts dites domaniales. Ça représente que 20% du département de l'Eure, avec derrière en plus une analyse du risque, de la sensibilité, en fonction du peuplement. Donc en fait, on a des cartes hyper précises là, qui nous ont été fournies, qu'on est en train de remettre en forme. Et là, on parle de la forêt, je dirais, domaniale, mais les privés, pareil, dans la convention, ils se sont mis en ordre de marche, et normalement, d'ici la fin de l'été, bon, c'est normal, il faut laisser le temps de travailler, on a aussi là ensemble des cartographies des forêts privées. Et donc, avec les éléments qui nous intéressent pour l'accessibilité dans les forêts, et puis surtout, derrière, la connaissance de la sensibilité de ces forêts-là, et de mieux intervenir. Et après, derrière, on gérera aussi la problématique d'accès, je dirais, avec les cadenas, mais également de voir avec un autre organisme. Alors là, je parlais du CNPF, le Centre national de propriété forestière, qui travaille sur ce sujet-là, mais on a également l'URCOFOR, l'Union régionale des comités forestières, qui est en train de travailler avec les maires pour essayer de faire en sorte que dans le cadre de leur PCS, ils intègrent ce risque feu de forêt et qu'on puisse anticiper aussi des moyens complémentaires qu'on pourra avoir en matière de besoins en eau, en matière de moyens de déforestage, etc., pour nous accompagner dans notre intervention. Voilà un peu ce qui a été fait avec les deux acteurs qui sont le monde rural et le monde forestier. Merci beaucoup. Une question, Président. Peut-être que ça a été dit, mais ça m'a échappé. On parle de forêt de rapport. C'est du bois d'œuvre, du bois de chauffage, les deux ? Également du bois de meubles. Du bois d'œuvre, donc, d'accord. Donc, avec une valeur ajoutée pour le département et l'économie du département. Vous vouliez ajouter quelque chose, Président ? Monsieur le Préfet, vous voulez intervenir ? Oui, merci. Je voulais insister sur le fait qu'on avait un enjeu de sensibilisation du public et de cercles concentriques d'acteurs de plus en plus larges qui étaient très importants et qui étaient au cœur de notre stratégie. Donc, à l'instar d'autres départements, depuis 2 ans, nous faisons une cérémonie, conférence de presse avec des démonstrations à l'occasion de l'ouverture de la saison des feux. Même si ce ne sont pas les mêmes risques ailleurs, mais notre organisation et l'arsenal que l'on déploie nous semble le mériter. Et puis on fait un travail régulier, un peu quotidien, pour sensibiliser à la fois sur les risques, sur les résultats de l'action des sapeurs-pompiers sur les feux de végétation, de forêt, mais aussi sur les feux d'habitation. Et puis un travail de sensibilisation sur les moyens qui sont déployés. Et par exemple, à chaque fois qu'il y a un risque rouge sur la carte qu'a commenté le colonel Loriot, la préfecture, depuis le compte préfet, fait un tweet, une publication sur Facebook pour alerter la population sur le fait que dans telle zone, le risque feu de végétation, feu lié aux moissons, est maximum et qu'il faut il faut être prudent et réduire l'exposition au risque.
Et on étend ce raisonnement à l'action quotidienne des sapeurs-pompiers, y compris l'hiver, sur les feux d'habitation. Dès qu'il y a un feu d'habitation avec une action décisive des sapeurs-pompiers qui ont réussi à limiter les dégâts, à limiter l'expansion, on communique dessus, photo à l'appui, en valorisant le fait que le poteau incendie était à moins de 200 mètres, qu'il a permis une intervention efficace des sapeurs-pompiers. Et voilà, un de nos objectifs, au-delà de tout ce qui a été dit, c'est que ces sujets de risque, de prévention des risques, de nécessité de doter les sapeurs-pompiers des moyens adaptés, d'avoir des investissements publics dans des hydrants et dans des voiries adaptées, dans des barrières pour l'accès aux massifs forestiers, etc., ce soit pas seulement des considérations d'un cercle d'initiés autour du conseil d'administration du SDIS et de la préfecture, mais que ça concerne bien tous les élus, que les 585 maires des communes de l'Eure se sentent pleinement investis de cette mission, les agriculteurs, le fait d'avoir un système de veille dans les périodes de risque avec des volontaires parmi les exploitants agricoles, c'est très puissant en termes de sensibilisation, et bien sûr, tous nos concitoyens qui lisent les tweets, que les journaux reprennent et qui sont sont conscients comme ça du niveau des risques et de ce que eux, par leur propre comportement, ils peuvent conduire à réaliser pour les prévenir ou les diminuer. Donc ça s'inscrit vraiment dans une politique globale et ça, c'est, je trouve, à la fois une perspective pour l'avenir, mais on a déjà des résultats assez concrets sur ce sujet. Merci, Monsieur le Préfet. On note effectivement l'engagement de tous. Et vous le savez, Monsieur le Préfet, on a besoin, nous, de l'engagement de l'État. Emmanuel, qu'est-ce qu'on ajoute à cette belle présentation? Ensuite, on donnera la parole à la salle. Et Monsieur le Préfet, moi, je vous demanderai de conclure. Tiens, un directeur heureux? Oui, c'est pas le nom. Ce qu'il faut, je pense que l'élément de synthèse, ça a été rappelé, on le voit, c'est le constat d'une situation, une expérience acquise par nos collègues dans d'autres contrées, un aménagement par rapport à notre territoire, parce qu'on voit bien qu'on n'a pas pu adapter peut-être un certain nombre de doctrines qui ont lieu sur un territoire. Pour moi, ce que j'en retiens, et je rebondis sur la présentation de Stéphane, c'est du travail encore par rapport à l'accessibilité de l'eau, parce qu'on verra que peut-être que même si nos nappes, on va dire, non pas de surface, mais profondes, sont bien remplies, mais on aura cet enjeu aussi de l'eau. On aura cet enjeu de l'alimentation de nos groupes qui interviendront. Donc il faudra progresser dans ce domaine-là. Et puis bien sûr, on l'a vu, c'est l'attaque massive, parce que ce n'est pas quelque chose qui était dans notre ADN vis-à-vis, on va dire, des feux de récolte. Et c'est l'attaque massive qui a rendu aujourd'hui cette efficience par rapport à notre opération dans ces feux qui ont évolué. Et donc le réchauffement climatique, il est présent aussi dans nos contrées. Le colonel Loriot le précisait, hein, c'est moins 88% parce que les feux continuent. Je vais reciter encore le colonel Arguedingui hier, l'épisode Girondin, 4 mois d'enfer, il n'y a pas eu 4 feux. En Gironde, il y en a eu 600. Les pompiers étaient là partout. Et c'est ce que vous avez fait. Et donc, vous êtes aussi sur ce terrain-là. Est-ce que quelqu'un veut intervenir dans la salle? Poser une question? Allez, Stéphane, Monsieur le Préfet, on a le directeur départemental adjoint des Pyrénées-Orientales, le colonel Stéphane Clerc, qui va prendre la parole. Monsieur le Préfet, ce qu'on constate, c'est que les pompiers investissent et les collectivités de plus en plus sur le curatif, mais on voit qu'en fait, le nerf de la guerre, il est dans l'aménagement du territoire. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir pour que l'aménagement du territoire puisse aller dans le sens de la prévention? Et que, par exemple, moi je prends l'exemple des feux urbains. Depuis longtemps, les sapeurs-pompiers participent aux côtés de l'État au contrôle dans les ERP. Et on voit que les chiffres qu'on avait avant dans les années 60 et ceux qu'on a d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir dans les ERP. Et à un moment donné, on ne pourra pas mettre des moyens et de l'argent en curatif sans s'occuper de l'aménagement du territoire. Donc je crois beaucoup, nous, à notre engagement auprès des différents acteurs et de l'engagement de l'État sur l'aménagement du territoire. Donc qu'est-ce qui pourrait être fait sur l'aménagement du territoire structurellement, juridiquement, pour améliorer en fait notre action et la sécurité de nos intervenants? Voilà. Qu'est-ce que, selon vous, il pourrait être fait à ce niveau-là?
Alors, je comprends que la question m'est adressée. Merci, monsieur le directeur. Moi, je pense que on a déjà des choses qui sont assez puissantes, qui sont en train de se mettre en place. Le zéro artificialisation nette, dont s'emparent les élus avec plus ou moins d'enthousiasme dans les régions et les départements, euh, est une réponse déjà assez forte en soi, puisqu'en limitant l'urbanisation, le mitage et l'artificialisation de sol, certes, on ne réduit pas le risque de feux de végétation ou de feux de forêt, mais on réduit le nombre d'interfaces et le nombre de zones difficiles à défendre et qui nécessitent, pour être bien défendues, des coûts d'infrastructure parfois démesurés par rapport à l'intérêt des aménagements ponctuels qu'on réalisait quand on n'avait pas ce principe directeur. Ça me semble être un élément clé de l'équation pour les années à venir qui va conduire à réduire les risques et à nous permettre de continuer d'investir dans des outils de prévention, notamment les hydrants, notamment la qualité du bâti, dans les zones où on va concentrer les constructions pour les années à venir. Donc là, c'est plutôt les risques du côté du bâti, tout ce qui est urbain, village. S'agissant des paysages naturels et des paysages agricoles, sur les paysages naturels et forestiers, on a toute une politique qui est lancée avec des financements, y compris d'État, qui sont importants pour diversifier les essences et adapter les essences plantées par les forestiers à la réalité du changement climatique. Alors ça, c'est pas un coup de baguette magique et ça va pas se faire instantanément. Mais dans l'heure, très clairement, désormais, les règlements qui sont en train de se mettre en place interdisent la plantation de résineux et préconisent des essences adaptées au changement climatique, tenant compte du risque d'inflammabilité et du risque feu de forêt. Donc voilà peut-être deux approches. Il y en a plein d'autres possibles pour répondre à votre question qui était très large, mais deux approches qui sont déjà, me semble-t-il, intéressantes pour tenir compte, en termes d'aménagement du territoire, de nos outils possibles pour la prévention. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Une autre intervention? Bien. Je vous propose donc de clore cette table ronde. Monsieur le préfet, vous nous avez remercié de vous avoir invité, mais l'effort a été fait par le collègue Ducorret, que je salue ici. Et lorsque nous avions préparé ces journées feux de forêt avec l'inspecteur général Grégory Allione, nous tenions réellement à faire parler nos copains et nos collègues du nord de la Loire. Pour nous, c'est important, le collègue Ducorret l'a dit, ce partage d'expérience, cette capitalisation. Hier, c'est les Vosges qui ont parlé, bien évidemment la Gironde avec le sud-ouest, les PO aussi, et aujourd'hui l'heure. C'était vraiment un souhait de l'inspecteur général de dire il faut qu'on puisse partager. Alors je sais que le temps de tout le monde est précieux. Président, merci beaucoup. Mon colonel, monsieur le préfet, merci d'avoir partagé votre temps avec nous. Et voilà, je vous laisse bien évidemment conclure cette table ronde. Alors écoutez, c'est pour vous remercier tous de votre attention et de ces échanges qui, encore une fois, sont très fructueux. Et je tiens à remercier les sapeurs-pompiers de l'Eure de cet investissement qui s'ajoute à leurs tâches quotidiennes en forte expansion, notamment tout ce qui est transport sanitaire et qui les accapare énormément. Et malgré ça, ils ont réussi à dégager du temps, de l'énergie, des budgets, de la ressource pour avoir une stratégie feu de végétation, feu de forêt et bâtir en 2 ans ce qu'on n'avait pas réussi à faire jusque-là. Donc un grand coup de chapeau. Moi, quand j'ai pris mes fonctions de préfet dans l'Eure en 2022, à chaque réunion dans les villages, quand on parlait des investissements nécessaires pour améliorer l'action des sapeurs-pompiers et la prévention, la réponse des élus, c'était systématiquement le SDIS n'a qu'à faire l'effort nécessaire, acheter des camions plus importants, des citernes plus larges, et le problème sera résolu. 2 ans après, parce qu'on a fait cet effort à la fois stratégique et pédagogique, plus personne n'ose présenter le sujet dans ces termes. Tout le monde a conscience que c'est un sujet global, que chacun a sa part à prendre et que la carence de l'un peut être dangereuse pour tous. Et ça, je pense que c'est un beau résultat et
Et je tire mon chapeau aux sapeurs-pompiers de l'Eure pour l'avoir permis. Merci, Monsieur le Préfet. On peut applaudir nos invités.